Bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Il était une fois, la géopolitique. Nous allons aborder aujourd'hui un pays qui a accaparé ces dernières années et de façon croissante l'intérêt et l'attention des médias mais aussi des observateurs. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la Corée du Nord. Alors, ce sujet est vraiment particulier car le manque d'informations inhérent à ce pays gêne considérablement non seulement l'élaboration d'un raisonnement géopolitique, mais aussi la déclinaison même des faits. Alors Fabrice, peut-être conviendrait-il dans un premier temps de rappeler les principaux événements historiques de la Corée du Nord pouvant expliquer la situation actuelle. Volontiers. Alors, il y a déjà une première chose qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement, on a deux Corées aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, la Corée était un pays uni, dont il est d'ailleurs assez difficile de l'inscrire sur la longévité, parce que malheureusement, la Corée est un pays qui a souvent été occupé par différents peuples voisins. Je pense notamment aux Japonais au début du XXe siècle. Donc ce qui se passe, c'est qu'à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon qui occupait la Corée est vaincu, et la Corée devient indépendante. Mais ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'en 1945, sans vouloir trop rentrer dans les détails, on a plutôt la partie de la Corée du Sud qui est libérée par une arrivée des troupes américaines, alors que les forces soviétiques, l'Union soviétique ayant déclaré la guerre très tardivement au Japon dans l'été 1945, arrivant par la Mandchourie, sont plutôt en situation, puis en partie par la Chine, sont plutôt en situation, avec les forces communistes chinoises, de libérer la Corée du Nord. Donc finalement, on a un mouvement concentrique qui va amener à une partition de fait du pays en 1948, avec la Corée du Sud d'une part, et la Corée du Nord d'autre part, qui a donc été fondée en 1948, dont la capitale va devenir Pyongyang, et qui a été fondée par le chef du Parti communiste à l'époque. Donc ça, c'est pour la création et la scission des deux pays. Alors après, il y a un événement majeur, c'est la guerre justement de Corée, puisque pas plus tard que 2 ans ensuite, la Corée du Nord va attaquer dans le cadre de la guerre froide la Corée du Sud, que c'est d'ailleurs un conflit qui va faire pratiquement plus de 2 millions de victimes, dont une très grande partie dans la Corée du Nord, et que c'est un conflit qui va être très très tendu, puisque le général des forces américaines, qui était le général MacArthur, va clairement envisager à un moment d'utiliser des armes nucléaires pour arrêter les forces de la Corée du Nord. Pourquoi ? Parce que après que la Corée du Nord ait lancé une offensive sur la Corée du Sud qui avait l'air de réussir, les Américains sont intervenus sous mandat onusien, ça ce serait d'ailleurs un autre point sur lequel il faut arriver. Ils ont réussi par un débarquement à inverser la dynamique et à rentrer vers la Corée du Nord, mais la Chine communiste, voyant ça, intervient à son tour, soutient la Corée du Nord et menace les forces américaines. Donc c'est un conflit qui va être excessivement violent, avec un grand nombre de bombardements américains. Ça va d'ailleurs occasionner 30 000 à 35 000 morts dans l'armée américaine, donc c'est vraiment un conflit majeur, à l'issue duquel, en 1953, finalement, on va entériner la césure ou la partition telle qu'elle était en place en 1948. Et ça, c'est un point sur lequel on va revenir parce qu'il est fondamental. Et donc, depuis, on a d'ailleurs une zone qui est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Il y a une sorte de no man's land, parce que la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est pas juste un tracé, c'est finalement une sorte de zone d'1 kilomètre, 1,5 kilomètre, dans lesquelles les tirs sont assez fréquents entre troupes nord-coréennes et sud-coréennes. Parce que là, si vous dépassez les limites, notamment au niveau de la Corée du Nord, on tire. Donc en fait, il y a une partition qui s'explique géographiquement par ce qu'on est en train de dire, et qui va perdurer à partir de 1953, puisque l'armistice, on va dire, la paix est signée, mais les tensions n'ont pas du tout disparu. On se retrouve maintenant dans la nécessité d'essayer de comprendre les enjeux inhérents au pouvoir nord-coréen. Pour cela, est-ce que l'on ne devrait pas établir une comparaison avec des systèmes politiques précédents ayant eu des similitudes ? Ça paraît indispensable, parce qu'on va, dans un premier temps, assez succinctement, dire quelles sont les informations qui sont à notre connaissance, et puis ensuite on essaiera, par capillarité de raisonnement, de nous amener à quelle situation probable, potentielle ou hypothèse la République démocratique de Corée du Nord met en place. Alors d'abord, il faut savoir qu'on a affaire à une caractéristique, je pense, unique d'un point de vue politique. Sans trop rentrer dans les détails, on a affaire à un parti communiste, clairement, qui se veut, d'ailleurs, qui s'affiche comme totalitaire, et dont l'idée consiste à être indépendant d'un point de vue politique, autosuffisant
d'un point de vue économique et militaire. C'est ce qu'on appelle en Corée du Nord la théorie de Juche, qui a été mise en place par Kim Il-sung au départ, disant que bon, la Corée du Nord doit être totalement indépendante. C'est d'ailleurs assez intéressant parce que c'est indépendant par rapport aux capitalistes, aux occidentaux, ça on s'y attendait, mais c'est aussi indépendant par rapport aux autres régimes communistes, ça on y reviendra par la suite, qui étant plus grand pourrait vouloir mettre la Corée du Nord sous tutelle. Et là, on pense à la défunte URSS ou Union soviétique d'une part, et à la Chine d'autre part. Donc en fait, on a une idéologie qui serait à la fois communiste et nationaliste, qui conjugue les deux. Et ce qu'il y a de plus interpellant, surtout sur le système de la Corée du Nord, c'est qu'on a clairement une démarche du culte de la personnalité stalinienne, qui s'incline plutôt dans une logique marxiste, mais qui serait héréditaire. Puisque, en fait, depuis 1948, c'est le fils et le petit-fils de Kim Il-sung qui sont au pouvoir. Donc là, c'est quelque chose de totalement surprenant d'un point de vue intellectuel, parce que illogique. On n'a jamais vu un système communiste mettre en place un certain nombre de dirigeants d'un point de vue héréditaire. Enfin, et c'est carrément la situation de la Corée du Nord. Donc déjà, c'est très interpellant en termes de logique. Ensuite, il y a un deuxième aspect qu'il faut souligner, c'est qu'on a un pays dont la militarisation est la plus aboutie ou la plus poussée aujourd'hui. Alors, peut-être pas forcément en termes d'efficacité, peut-être pas forcément en termes de dangerosité, d'ailleurs, c'est des choses sur lesquelles il faudrait revenir, mais la Corée du Nord, c'est 25 millions d'habitants, et on considère que globalement, dans les forces armées, il y a 9 millions de Nord-Coréens. Si on fait le ratio 9 millions sur 25, en gros, on a l'impression qu'il y en a quasiment. Alors, il faudrait voir quelle serait la population, la démographie exacte, puis les effectifs exacts, parce qu'il pourrait y avoir des polémiques. Bon, on serait entre 45 à 50% de la population qui serait, à des degrés divers, impliquée dans la démarche militaire, ce qui est un seuil qui est sans aucune comparaison avec ce qu'on peut retrouver ailleurs. Et donc, en fait, on a un poids de l'armée là qui est très important. Ce qui nous amène à une réflexion qui est la suivante. Finalement, quelle est l'assise réelle du leader coréen aujourd'hui et du parti communiste coréen aujourd'hui? C'est ça la question. Et si on est objectif, on n'a pas la réponse. Aujourd'hui, on ne sait pas quel est l'état réel de l'opinion publique de Corée du Nord, parce qu'il y a une propagande qui est incroyable. Enfin, il faut essayer de se mettre... C'est très difficile pour nos étudiants, je crois, qui sont de surcroît dans un monde dans lequel, grâce aux réseaux sociaux, on peut avoir accès à n'importe quand, à n'importe quelle information. C'est très difficile d'imaginer le contrôle que le pouvoir nord-coréen est capable d'exercer sur les esprits. Ça, je crois que c'est redoutable. Il y a peut-être non pas une anecdote, mais un fait historique qu'on pourrait rappeler, c'est que justement, quand l'Union soviétique, donc il y a eu la chute du mur le 9 novembre 89, puis il y a eu la démission de Mikhail Gorbatchev le 26 décembre 1991, alors suivant qu'on prenne l'une date ou l'autre date, en gros c'est la fin de la guerre froide, et donc les médias russes ont commencé à être plus libres et ont commencé à échanger avec les médias occidentaux, les médias américains, et justement il y avait une thématique qui était basée sur la Corée. Et donc il y avait dans le public des Américains et des Russes, et on a donc des spécialistes géopolitiques qui commencent à échanger, et à un moment justement on parle du conflit coréen des années 50, et il y a un spécialiste américain qui dit tout le monde sait que la Corée du Nord a attaqué la Corée du Sud. Et là ça a déclenché l'hilarité générale, en fait, dans la moitié du public qui était russe, ce qui a frappé de stupeur la totalité des Occidentaux, qui ne comprenaient pas pourquoi tout d'un coup tout le monde se mettait à rire. Et en fait, on a compris par la suite que c'est parce qu'en Union soviétique, pendant 45 ans, on avait dit le contraire de la vérité, c'est-à-dire on avait dit c'est la Corée du Sud qui a attaqué la Corée du Nord, parce qu'on comprenait bien que d'un point de vue idéologique, c'était plus satisfaisant du point de vue soviétique. Donc en fait, ça veut dire qu'on arrive parfois même si avec les réseaux sociaux aujourd'hui ça paraît moins facile, on arrive à forger avec la propagande une opinion publique. Faut quand même ne pas oublier que par exemple en Roumanie, c'est un exemple qu'on va reprendre, sous Ceausescu, quand vous franchissez la frontière, ça c'est quelque chose que j'ai vécu personnellement, c'était assez interpellant, le douanier vous demandait si vous parlez roumain. C'est quand même une démarche assez peu fréquente de la part d'un douanier qui vous demande, comprenant le pays, est-ce que vous parlez la langue du pays? Et j'avais été frappé par cette question. J'avais répondu spontanément au douanier, non. Et il m'a répondu, mais pourtant tout le monde sait que le roumain est la langue internationale dans le monde. Et ça avait été quelque chose d'assez stupéfiant. Et quand vous étiez dans la Roumanie de Ceausescu, et qu'il y avait des conférences, on vous expliquait par exemple que, très sérieusement, que le moteur à réaction avait été inventé par les Roumains en 1904. Alors quand on sait qu'il a été généralisé par les Allemands en 1944, on se rend compte du degré d'instrumentalisation de la pensée. Pourquoi je suis dans l'obligation de rappeler tout ça? Parce que là, il y a une propagande mais intensive qui est mise en place. Il n'y a pas toutes les chaînes qu'on connaît, il y a des chaînes officielles, il y a des chaînes de l'État nord-coréen qui donnent leur point de vue, mais il n'y a que celui-là. Et ça dure depuis 1948.
Donc quel est le degré de prise de recul ou de réflexion du peuple nord-coréen par rapport au pouvoir? Ça déjà c'est une première question. La deuxième question, c'est quel est le degré de complicité, de collaboration ou de distance entre deux organes clés dans le pays tel qu'on est en train de les évoquer, à savoir d'une part le Parti communiste nord-coréen et d'autre part l'armée nord-coréenne. Parce que si on y réfléchit bien, dans des systèmes comme ceux-là, qu'on qualifiera de staliniens comme dans les années 50, il y a deux comparaisons qu'on peut faire. La Roumanie, justement, de Nicolae Ceausescu, d'une part, et puis la Pologne, pour des raisons différentes, du général Jaruzelski, d'autre part. Là, il y a deux ouvrages, moi, que je conseille aux étudiants, même s'ils sont décalés. D'abord, il y a Horizon Rouge. C'est un ouvrage qui a été écrit en 1987 par un général roumain qui s'appelle Ion Pacepa, qui dirigeait en plus les services secrets roumains et qui est passé à l'Ouest. Et l'ouvrage était assez intéressant parce qu'il décrivait le système roumain de l'intérieur, tel qu'on ne pouvait pas en avoir conscience, une fois qu'il était passé à l'Ouest. Alors évidemment, on pouvait aussi dire qu'étant passé à l'Ouest, il exagérait, mais en tout cas, il donnait une lecture d'un certain nombre d'éléments, de rapports de force, de divergences politiques entre des gens dont on pouvait avoir l'impression à l'extérieur qui partageaient tout en termes d'objectifs et de stratégie, et sur lesquels, en fait, il y avait des luttes d'influence importantes. Ce qui nous amène, par rapport à la Corée du Nord, à nous poser la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui, la totalité des membres principaux du Parti communiste nord-coréen sont en adéquation avec le leader? Mais ça, c'est une vraie question. Surtout, si vous me permettez de rajouter un point, si on se rappelle que dans un système communiste comme celui-là, normalement, il y a ce qu'on appelle un politburo, un bureau central de 10 à 15 personnes, sur laquelle chacun a un pouvoir principal, l'armée, la police, la formation, etc. Et donc généralement c'est le politburo qui vote pour décider qui sera le leader, généralement d'ailleurs sur un temps court, pas sur l'ensemble de sa vie. Et ce politburo est lui-même issu de ce qu'on appelle un comité central, c'est une logique assez classique dans les partis communistes, de 450 membres. Donc là, la question qu'on est en train de se poser, c'est est-ce qu'on a affaire plutôt à des chambres d'enregistrement qui sont soumis à une autorité forte, qui ont dit vous voterez ainsi, ou est-ce qu'il y a une vraie autonomie, une vraie marge de décision qui amène à voter pour quelqu'un? Donc en gros, est-ce qu'il y a une force d'opposition qui serait interne au Parti communiste, oui ou non? Bon. Et puis après, il y a quel rôle de l'armée, dont on a constaté qu'elle était très forte en termes d'effectifs et en termes de matériel, mais quel est son rôle? Parce que quand il y a eu les incidents avec Solidarnosc, en gros à la fin des années 70, au début des années 80, ça c'est intéressant parce que ça montre aussi à nos étudiants qu'il faut s'empresser de ne pas se précipiter, si vous me permettez cette formule. Parce qu'à l'époque, tout le monde dit « Ah là là, l'armée polonaise, elle est contre le peuple polonais, elle est totalement communiste, le général Jaruzelski, il écrase la population, Solidarność, etc. » C'est vrai. Sauf que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le général Jaruzelski l'avait aussi fait parce qu'il avait trop peur que s'il ne le faisait pas, c'était l'armée russe qui allait le faire. Parce qu'en réalité, il fallait rappeler que la Pologne était dans le bloc soviétique et que les Russes commençaient à être très inquiets du fait que la Pologne puisse sortir du bloc soviétique. Donc finalement, le général Jaruzelski, il a presque anticipé l'action des militaires russes parce qu'il n'a pas voulu que se duplique ce qui s'est passé en Tchécoslovaquie en 1968 ou à Budapest de façon encore plus sanglante en 1956 avec le fait que les troupes russes qui avaient rétabli l'ordre. Donc en fait, ça on le voit bien à travers un livre d'Hélène Karadankos, Le Grand Frère, où justement il y avait le poids du grand frère. La couverture est assez sympathique. Moi j'avais nous attendons, on voit un gros ours, et puis il court après derrière 6 oursons qui ont les drapeaux de la Roumanie, de la Hongrie, enfin de la Tchécoslovaquie, les pays de l'époque, et qui en gros cherchent à les remettre à l'ordre. Donc quel est le poids de l'armée nord-coréenne aujourd'hui? Mais on ne sait pas. Et donc c'est bien ce qu'on est en train de souligner paradoxalement. On a affaire à un pouvoir dont on mesure très peu quelle est l'étendue réelle. Est-ce qu'il y a des forces de contestation? Et quel serait le poids de ces forces de contestation? Donc, pour dire comment les choses, on a une lecture assez limitée. Ce qui va nous amener dans un troisième et quatrième temps à essayer de dresser des hypothèses pour savoir quelles seraient les raisons qui amènent la Corée du Nord à avoir telle attitude, quelles sont les stratégies ou les objectifs visés, et dans un dernier temps, comment se positionnent les grandes puissances par rapport à cette attitude. Maintenant que nous avons rappelé les faits historiques, mais également eu une approche de la société coréenne par comparaison, est-ce que l'on peut établir et deviner ou envisager les objectifs de la Corée du Nord ou même ses stratégies? Alors c'est ça, me semble-t-il, le vrai intérêt de la problématique telle qu'on s'efforce de la mettre en place. Parce que, en réalité, on voit bien que les événements tels qu'ils nous sont expliqués dans nos médias de façon récurrente, c'est, à chaque fois qu'on parle de la Corée du Nord, le fait qu'ils ont fait un essai nucléaire, qu'ils ont envoyé un missile supplémentaire. Donc en gros, une montée de tension par rapport à l'activité militaire et en particulier qui serait concentrée sur l'acquisition
ou sur le développement d'une force nucléaire, et sur la bombe, et sur la logistique et sur les missiles. Alors c'est là où on devrait se dire, mais quelle est la logique ou la stratégie? Pourquoi est-ce que la Corée du Nord... Alors évidemment, on pourrait envisager de façon simple, parce qu'ils veulent être indépendants et qu'ils veulent ne pas être attaqués. D'accord, mais enfin, est-ce que c'est pas une explication qui est juste un peu courte? Et pour se inscrire notre réponse, rappeler un élément qu'on avait évoqué précédemment, ce qui était intéressant dans la comparaison avec la Roumanie, je crois que ça, c'est pas inutile que de le rappeler, c'est qu'en 87, tout le monde pensait que la Roumanie de Ceausescu était un système particulièrement fort, viable, qui s'inscrivait dans le long terme. Or, en décembre 89, la révolution, alors suivant que c'est une révolution, un coup d'État, en tout cas, il y a un ébranlement politique, Nicolae Ceausescu perd le pouvoir, et puis il est fusillé au mur, et on a un bouleversement, et personne ne s'y attendait, en fait, 2 ans auparavant. Donc, en fait, ce qui se passe là, c'est que c'est difficile de savoir quelle est la solidité du régime. Or, ça a une influence sur les réponses qu'on peut donner maintenant. Parce que, finalement, il y a 3 hypothèses. 2 qui s'inscriraient plutôt dans une logique rationnelle, une dernière qui serait plutôt irrationnelle. Si on s'inscrit dans une logique rationnelle, aujourd'hui, le chef d'État de la Corée, il est assez jeune, il est arrivé récemment au pouvoir, et donc il peut s'inquiéter de 2 choses. D'une part, essayer de renforcer sa légitimité auprès justement du Parti communiste coréen et auprès de l'armée coréenne. Ça peut être une première grille de lecture. Ou alors, parce qu'il y aurait une opposition qui serait difficile à déceler de l'extérieur, chercher à conforter son pouvoir ou le pouvoir du régime. Donc il y aurait soit un rapport aux autres, membres du Parti communiste, soit carrément un rapport par rapport à la population nord-coréenne. Donc là, il y a 2 hypothèses qui sont différentes. C'est-à-dire, en gros, on pourrait chercher à attirer l'attention du peuple nord-coréen sur un ennemi potentiel. En fait, c'est-à-dire que l'idée consisterait à dire j'ai un ennemi potentiel qui sont les États-Unis d'Amérique ou les Occidentaux, ou la Corée du Sud, et donc je ressoude le peuple nord-coréen derrière moi. Ça, c'est quand même une technique qui est assez connue en géopolitique depuis 25 siècles. C'est un peu la logique que César avait dans la guerre des Gaules. Je déclenche une guerre extérieure parce que je veux développer ou conforter mon pouvoir à l'intérieur. Aujourd'hui, ce qui serait intéressant, contrairement à ce que beaucoup peuvent peut-être imaginer, la guerre entre les Gaulois et les Romains à l'époque de Vercingétorix, c'est Jules César. C'est pas du tout une guerre parce que les Gaulois sont une menace. C'est une guerre parce que César veut conforter son pouvoir politique à travers la gloire d'une victoire militaire. Ça, c'est quelque chose d'assez classique. Donc là, l'idée consisterait à dire je ressoude la totalité du peuple nord-coréen derrière moi, première hypothèse, face à un adversaire désigné qui serait les États-Unis d'Amérique. Ça sous-entendrait, en reflet, que donc il y aurait une fragilité de la société nord-coréenne. C'est une hypothèse, on ne sait pas. Il y a une autre hypothèse qui consiste à dire mais il faut que la Corée du Nord existe. Parce que, si vous me permettez une remarque, la Corée du Nord, aujourd'hui, c'est un pays de 25 millions d'habitants, qui est donc sur un territoire relativement, d'ailleurs, réduit, et qui est dans une situation économique dont tout le monde sait très bien qu'elle est particulièrement difficile, et le terme est faible. Donc, en gros, c'est quand même un des pays les plus pauvres ou les plus démunis. Si vous me permettez, il y a un exemple toujours qu'on donne sur la Corée du Nord, c'est l'un des rares pays, quand cette partie de l'hémisphère est plongée dans l'obscurité ou dans la nuit, c'est l'un des rares pays dont on peut déceler à peu près les contours, parce qu'en réalité, il y a tellement peu de lumières qui sont allumées en Corée du Nord qu'on en devine les contours par rapport à tout le reste des pays qui sont illuminés, ce qui laisse quand même à penser le degré de pauvreté par rapport à d'autres pays. Donc en fait, l'idée pourrait être la suivante, c'est une sorte de gesticulation à l'international pour se maintenir ou pour exister. Parce que là, il faut être amené à se poser une question fondamentale en géopolitique. Quel est le degré de dangerosité réelle de la Corée du Nord par rapport aux autres pays? Parce qu'on peut appréhender ça sous la question d'une force militaire, mais aussi la force d'attractivité, ce qu'on appelle en géopolitique le soft power. C'est une logique qui a été mise par un géopoliticien américain, Joseph Nye, en disant attention, on peut conquérir aussi à des voisins par justement l'attrait culturel, par la dimension spirituelle, philosophique, commerciale. Aujourd'hui, on voit bien ce qu'un certain nombre de pays, de civilisations, de religions, de systèmes politiques pourraient avoir comme force de conviction pour attirer les concitoyens. Mais aujourd'hui, pour résumer ma réflexion à ce moment-là, qui a envie d'être nord-coréen aujourd'hui? Mais personne.
Aujourd'hui, ce qui est assez symptomatique, c'est que même d'ailleurs en Chine, on organise des voyages touristiques le long des côtes nord-coréennes, car des grands-parents montrent à leurs petits-enfants ce qu'était l'état de la Chine il y a 30 ans. Donc en fait, la Corée du Nord sert presque d'exemple repoussoir pour montrer à quel point la Chine a connu une expansion. Donc aujourd'hui, la Corée du Nord n'attire personne. Or, elle est limitée dans son potentiel économique, et c'est un pays de 25 millions d'habitants. Donc j'aurais presque envie de dire, mais si on est dans cette situation-là, on ira par la suite, mais il n'y a qu'à les laisser s'agiter. Et en fait, si on duplique ce qu'on sait des autres systèmes communistes ou soviétiques des années 80, on remarque que toujours un système communiste ou soviétique est tombé de l'intérieur, qu'il y a eu des révolutions ou des révoltes de l'intérieur, et jamais par une guerre. L'Union soviétique s'est écroulée de l'intérieur, avec Mikhail Gorbatchev. C'est l'un des reproches principaux que lui fait Vladimir Poutine, d'ailleurs. Les pays comme la Pologne, comme l'Allemagne, sont tombés de l'intérieur. Ce pas des guerres extérieures. Donc, à la limite, la réponse qu'on devrait amener à faire, ce qui va nous amener sur une question suivante, c'est devrait être de les laisser faire. Donc, en fait, on aurait une Corée du Nord qui gesticule pour pouvoir continuer à exister sur l'échiquier mondial, alors qu'objectivement, rien ne l'amènerait à exister. Et puis après, il y a un troisième cas, principal, parce qu'il y en aurait d'autres, mais sur lesquels on va être amené à réfléchir, mais qui est moins rationnel, c'est le fait qu'effectivement, on aurait un dirigeant nord-coréen qui, pour des raisons plus pulsionnelles que rationnelles, mais je me méfie toujours un peu de ces analyses un peu simplistes, aurait envie d'exister et serait prêt à déclencher une guerre. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un dirigeant qui n'a connu que la Corée du Nord telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait dire qu'il serait presque auto-intoxiqué par sa propre propagande. Il finirait par y croire. Puisque autant dans les années 40, dans les années 50, on a des dirigeants nord-coréens qui ont connu la période avant la Révolution, et qui donc sont dans la capacité de remettre en perspective l'évolution de leur pays par rapport à ce qui se passait, autant aujourd'hui, on a affaire à une classe dirigeante nord-coréenne, puisque le pays est installé depuis 1948. Donc globalement, ça fait pratiquement 70 ans, un peu plus ou un peu moins. Ils sont dans la capacité à plus pouvoir prendre recul, tellement ils seraient presque intoxiqués par la propre propagande. Ce qui pourrait nous amener d'ailleurs au fait qu'ils adhéreraient spontanément à une Corée du Nord ou à une lecture d'une grande puissance qui pourrait défier les autres. Ça serait d'ailleurs plus inquiétant comme hypothèse, parce que c'est beaucoup moins rationnel, et donc c'est beaucoup moins facile à anticiper. Franchement, aujourd'hui, encore une fois, il faudrait avoir une grande connaissance de la société nord-coréenne à l'intérieur pour pouvoir savoir, sur les trois hypothèses principales qu'on est en train de dresser, quelle est celle qui est la plus probable. Face à ces scénarios, Fabrice, comment doit-on apprécier les réactions de la communauté internationale en général, et je parle plus particulièrement de la Chine et des États-Unis? Alors ça, c'est un dernier point sur lequel je trouve que beaucoup d'observateurs ne réfléchissent pas assez, et qui est un peu interpellant, parce que c'est vrai qu'à la lecture de ce qu'on vient de dire, la réaction américaine est assez étonnante, et on peut être légitimement un peu désorienté par ce que font les États-Unis aujourd'hui. Parce que si les hypothèses telles qu'on s'efforce de les dresser sont justes, finalement, pourquoi les États-Unis devraient-ils surenchérir sur ce qui se passe? Pourquoi les États-Unis auraient-ils intérêt à créer une tension supplémentaire ou à rentrer dans une dynamique d'affrontement? Parce que la logique voudrait plutôt que les États-Unis, en fait, répondent par un silence assourdissant, si vous me permettez cette remarque. En gros, face à la gesticulation de la Corée du Nord, le mieux, ce serait de ne pas répondre. Parce que pour l'instant, qu'est-ce que la Corée du Nord menace réellement? Alors évidemment, sauf le déclenchement d'une guerre et de lancement d'armes nucléaires, mais enfin, pour l'instant, c'est de la gesticulation. Objectivement, personne, rationnellement, pourrait imaginer la victoire militaire de la Corée du Nord face aux États-Unis. Enfin, c'est même pas une hypothèse. On peut imaginer bien sûr des destructions, des pertes civiles, des gênes pour les États-Unis, mais in fine, tout le monde sait comment on terminerait cette guerre, surtout sur des bases nucléaires. D'ailleurs, quelqu'un peut-il gagner une guerre nucléaire? Donc en fait, c'est assez interpellant que de voir les Américains réagir aussi vite déjà, parce qu'on va dire, mais bon, la géopolitique c'est aussi l'art de réfléchir et de prendre du recul, aussi vite et de façon aussi intense. Et là, c'est assez perturbant, surtout quand on rappelle aujourd'hui que comme l'administration de Barack Obama est partie, aux États-Unis, quand on change de président et surtout de parti politique, on a 4000 à 5000 personnes qui sont remplacées dans les plus grands ministères et à la Maison-Blanche. Aujourd'hui, il n'y a toujours pas d'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Corée du Sud. C'est quand même assez gênant et plus que ça interpellant. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un représentant officiel du gouvernement américain. Pour l'instant, il reste à nommer
Et Trump aurait dit à ses collaborateurs, c'est moi qui gère en direct. C'est quand même quelque chose qui interpelle, quoi. Sur un dossier aussi brûlant et sur une situation aussi conflictuelle, on s'attendrait plutôt à ce qu'il y ait des professionnels de la diplomatie américaine qui soient justement sur place et qui puissent remonter le cas échéant un nombre d'informations d'ailleurs. Donc déjà, on a une attitude des États-Unis là qui est un peu surprenante. Et puis après, il y a un acteur qui est encore moins évoqué, qui paraît plus en sommeil, et là c'est totalement paradoxal, c'est la Chine. Parce qu'il faudrait quand même commencer, si on fait de la géopolitique, donc Napoléon, c'est une phrase que j'apprécie beaucoup, disait toujours, la géopolitique, c'est resituer la stratégie d'un pays dans son contexte géographique. Or, l'acteur qui doit être le plus directement concerné par ce qui se passe, c'est bien sûr la Chine, puisque la Corée du Nord est un pays limitrophe et qui y partage des frontières en commun. Donc, c'est la Chine qui, normalement, est au premier rang, au premier chef de s'interroger. Or là, il y a une ambiguïté dans les rapports entre la Chine et la Corée du Nord. D'abord parce que, historiquement, la Chine considère, et ça, c'est pas une démarche idéologique, malgré le fait que c'est ces deux partenaires qui partagent une idéologie communiste, mais plutôt nationaliste, la Chine considère, plus ou moins, alors elle exprime après de façon aussi directe, enfin que la Corée du Nord, c'est sa sphère d'influence, et que la Corée du Nord, ça doit presque être un vassal qui lui obéit. Donc, les Chinois sont doublement exaspérés. D'abord parce que la Corée du Nord a des velléités d'indépendance ou d'autonomie par rapport à elle, et en plus parce que c'est les Américains qui ont l'air d'être concernés par ce qui se passe, alors que, quelque part, les Chinois ont envie de dire aux Américains, mais ça c'est notre zone d'influence immédiate. Et ce qui est étonnant dans cette situation, c'est que les Américains devraient le comprendre. Car les États-Unis ne supporteraient pas, eux, que les Chinois commencent à s'immiscer dans des logiques qui seraient relatives à l'Amérique du Sud, au Venezuela, au Nicaragua, dans lesquelles les Chinois disent, bah nous, on va apporter de l'influence, on va avoir notre mot à dire. On sait bien que la doctrine Monroe de 1823, qui est basée par le 5e président des États-Unis comme quelque chose de fondamental toujours suivi aujourd'hui, c'est l'Amérique du Sud, l'Amérique aux Américains. Globalement, nous, on se concentre sur les Amériques, et quiconque aurait l'intention de venir s'ingérer, pour les Américains, c'est un cas de casus belli. Quand les Français sont rentrés au Mexique en 1861, les Américains ont dit « ça, c'est pas possible ». On sait bien ce qui s'est passé avec Cuba. À tort ou à raison, les Américains considèrent ça comme chasse gardée. Donc c'est d'autant plus interpellant de voir que les Américains ne sont pas capables de projeter sur les Chinois une lecture qu'eux-mêmes font sur leur propre environnement. Et il y a beaucoup d'observateurs qui ont tendance à négliger la Chine. Or, les Chinois sont forcément agacés. Ils sont forcément agacés d'une part par les velléités d'autonomie de la Corée du Nord, et de surcroît par ce qu'ils peuvent légitimement considérer, à travers l'histoire ou la proximité géographique, comme une ingérence américaine qui n'a pas lieu d'être. Et c'est la raison pour laquelle on peut se demander si finalement c'est pas cet acteur-là qui est le plus en recul ou en maîtrise, au sens positif du terme. Parce que finalement, la Corée du Nord s'agitant, et les Américains menaçant, mais pour l'instant ne faisant rien. Ça nous amène à quelle situation? Ça nous amène à une situation où les Chinois peuvent légitimement dire à tous les pays limitrophes, vous voyez, quand il y a un problème, les Américains pour l'instant gesticulent, mais ils font rien du tout. Donc en réalité, les Chinois, on peut considérer aussi, par un certain nombre de moyens de pression qu'ils ont quand même sur la Corée du Nord, parce que si la Chine se venait à fermer la frontière avec la Corée du Nord serait bien embarrassée en termes de situation économique aujourd'hui. Les Chinois de dire peut-être à d'autres pays, y compris des pays proches des États-Unis, comme les Philippines, on peut penser, ou des pays plus proches comme la Birmanie ou l'Indonésie. Vous voyez, les Américains, ils prétendent avoir une grande mesure d'influence, mais concrètement, que font-ils? Donc finalement, les Chinois, on pourrait dire, ils laissent, on va dire, un petit peu le feu courir dans cette région, parce qu'ils savent bien qu'à un moment, s'ils veulent intervenir, c'est eux qui en ont plus les moyens face à la Corée du Nord, mais pour l'instant, ils laisseraient faire, parce que de leur point de vue, ça montrera à quel point les Américains, ils ont beau parler, pour l'instant, ils sont impuissants dans la région, ce qui laisserait à sous-entendre que la vraie puissance dans la région, ce serait la Chine. Et ce qui expliquerait plus une sorte de silence aujourd'hui de la part des Chinois, qui est d'autant plus paradoxal qu'historiquement, la Corée du Nord est quand même liée à leur sphère politique, et que d'un point de vue géographique, c'est quand même eux qui sont plus directement concernés. C'est ce en quoi, me semble-t-il, ce sujet était intéressant, parce qu'au-delà des informations immédiates ou de l'actualité, il nous amène à réfléchir, et on le fait d'autant plus spontanément qu'encore une fois, les informations dont on dispose sont quand même assez réduites. Eh bien, merci beaucoup Fabrice, et merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle séance d'Il était une fois la géopolitique. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ou encore à la partager. Et puis sur ce, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.